La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville qui est une ville issue du bagne. Elle a été créée par les bagnards et pour les bagnards. Le but de cette ville, c'était de permettre aux bagnards d'expier leurs fautes et de se reconstruire, mais également de développer la Guyane. Donc au début, c'est vraiment le cœur de la ville ancienne, c'est la ville du bagne. Et quand ce bagne va se fermer, à partir de 1948, puis 1953 avec le départ des derniers bagnards, on va avoir l'installation de nouvelles populations autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces populations, à l'époque du bagne, fuyaient le bagne ou ont été forcées de quitter le territoire. Alors, les populations qui ont été forcées étaient plutôt les populations amérindiennes. On leur a plus ou moins expliqué qu'il fallait partir, puisque maintenant le territoire allait être construit pour le bagne. Et les populations qui, elles, ont décidé de ne pas fréquenter la ville de Saint-Laurent-du-Maroni parce qu'ils avaient peur des bagnards, étaient plutôt les populations du fleuve, les populations bushinengue. C'est qu'à l'époque du bagne, en fait, ils ne faisaient que fréquenter la ville. Ils venaient pour un certain temps, pour quelques jours, quelques semaines, pour notamment le travail de canotier. Donc on voit ici des images d'archives, des cartes postales anciennes. On voit des canotiers qu'on appelle des canotiers boni, donc c'était essentiellement des aloukou, qui donc habitaient sur le fleuve et qui avaient comme métier le transport de marchandises en pirogue jusqu'à Maripasoula, puisque vers 1885, on va découvrir de l'or à Maripasoula. Et donc, il va falloir emmener des orpailleurs, essentiellement créoles, vers le village. Donc, ça va être les canotiers aloukou qui vont les emmener. Ils viennent en ville, ils chargent les canots, et une fois qu'on est prêt à partir, on s'en va. Donc, ces canotiers, en fait, n'habitent pas dans la ville. Ils habitent en général chez les commerçants chinois qui sont déjà là. Ils tendent leur hamac dans les magasins, et puis une fois que le bateau est prêt, au bout de quelques jours, ils s'en vont. Donc, il n'y a pas à proprement dit de village bushinengue autour de Saint-Laurent-du-Maroni avant la fermeture du bagne. Après la fermeture du bagne, l'or se tarit sur le Maroni et il va y avoir un appel au travail. En fait, tous les bagnards s'en vont, l'administration française s'en va et donc il va rester du travail dans les administrations à Saint-Laurent-du-Maroni et ça va faire un appel au travail, notamment pour les bushinengue. Donc les bushinengue reviennent sur Saint-Laurent-du-Maroni, s'installent dans la ville de façon plus ou moins provisoire pour aller travailler notamment dans le bois, dans l'industrie du bois ou dans le commerce également. Un des premiers à s'installer va s'appeler Toutou et il va fonder un village. En fait, il va fonder sa maison et faire venir sa famille autour de lui. Toutou, il va travailler notamment comme piroguier pour la sous-préfecture. Donc c'est le piroguier officiel de la sous-préfecture quand le sous-préfet se déplace sur le Maroni. Et puis, il va également venir des djoukas. Les djoukas étaient peut-être déjà dès présents. On a dès 1949 présent derrière le camp. On a une carte IGN qui montre un point de localisation où c'est écrit village Boche. Et à l'époque, les djoukas étaient souvent dénommés comme des Boches. C'est l'ancien nom, le nom qu'on donnait aux bushinengue. On voit sur ce plan, par exemple, que tout le long des berges du Maroni, depuis derrière le camp de la transportation jusqu'à la Charbonnière, on a eu plein de villages de bushinengue, plus positionnés au niveau d'Awaondo ou de la Charbonnière, et également des villages Saramaka. Ça se développe à partir du début des années 50 jusque dans les années 60. Ce sont surtout des villages constitués d'hommes qui sont là pour le travail pendant quelques mois. À partir de 1985, l'administration française, l'administration également de Saint-Laurent-du-Maroni, décide que ces maisons en fait sont insalubres et on va mettre en place un projet qu'on appelle un projet de RHI, de résorption de l'habitat insalubre. Donc en fait de destruction des maisons qui n'ont pas les normes sanitaires pour reloger leurs habitants dans des quartiers créés au sein de la ville. Le premier quartier que l'on va créer, c'est la Charbonnière. Alors la Charbonnière existe déjà, la Charbonnière existait au temps du camp de la transportation, puisqu'on y faisait du charbon, c'est de là d'où vient son nom. On avait également déjà un village bushinengue sur place, mais là on va créer ce quartier, un quartier vraiment urbanisé, avec création de maisons, et on va donc détruire des maisons de certains de ses habitants pour les reloger à la Charbonnière. Et certaines maisons en fait sont triangulaires. Et donc les personnes de l'administration se sont dit que pour rappeler les origines, pour rappeler la culture des personnes qui vivaient sur les quartiers sur le fleuve, on allait leur donner aussi des maisons à construire en forme triangulaire. Comme ça rappellerait leur origine et ils seraient contents. Voilà. Finalement, ça n'a pas trop plu. C'est un peu compliqué de vivre dans une maison triangulaire.
Les marrons qui sont venus en ville, c'était justement pour ne pas vivre sur le fleuve, c'était pour vivre en ville, pour vivre de façon plus moderne, dans des sociétés modernes. Et donc ces maisons typiques, ils n'en voulaient pas vraiment. Donc après l'autoconstruction, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'autofinition. On va leur donner en fait le bois, les parties principales de la maison, et puis ils vont en faire un petit peu plus ce qu'ils en veulent. Moins triangulaire et un peu plus à leur goût en fait, un peu plus rectangulaire. Voilà. Donc là aussi, c'est un peu une erreur d'appréciation de l'administration que ce quartier de la Charbonnière qui finalement est un quartier emblématique de Saint-Laurent.